Le 29 juillet 2025, Kim Yo-jong, la jeune sœur du dirigeant suprême nord-coréen, avait déclaré que la puissance nucléaire du pays est irréversible, son statut d'État doté de l'arme nucléaire est permanent et tout dialogue futur devrait commencer par la reconnaissance de ce statut permanent de puissance nucléaire de la RPDC. Avec ces déclarations, quels sont les enjeux que pose la Corée du Nord pour les États-Unis et leurs alliés dans la région? Explication de M. Laurent Gédéon, spécialiste de l'Asie de l'Est, enseignant de l'École normale supérieure, Université de Lyon. Bonjour M. Laurent Gédéon. Que signifie cette déclaration de Pyongyang? Est-ce qu'on peut dire qu'avec ces déclarations, la Corée du Nord vient de tracer une nouvelle ligne de politique étrangère vis-à-vis des États-Unis? Oui, le 29 juillet 2025, effectivement, Kim Yo-jong a publié une déclaration qui a été reprise par l'agence officielle nord-coréenne, et dans laquelle elle affirme que la position de la Corée du Nord, en tant que, je cite, État doté de l'arme nucléaire, est irréversible et que toute reprise d'un dialogue avec les États-Unis doit commencer par la reconnaissance de ce statut nucléaire permanent. Elle a aussi ajouté que, je cite, 2025 n'est ni 2018 ni 2019, faisant ainsi référence au précédent sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis lors de la première mandature de Donald Trump. Alors, il me semble que les 3 points principaux qui ressortent de sa déclaration peuvent se synthétiser comme ça. Premier point, l'arme nucléaire, en tant qu'élément de dissuasion, est désormais intégrée à la loi fondamentale de la RPDC et ne représente plus un simple levier ou une variable d'ajustement dans des négociations à venir. Deuxième point qui ressort de cette déclaration, une reprise des pourparlers est vouée à l'échec si les États-Unis persistent à exiger la dénucléarisation comme préalable incontournable. Et puis, troisième point qui ressort de la déclaration, un dialogue reste possible, mais sur la base de la reconnaissance du fait accompli que représente le statut nucléaire de la RPDC. Alors, effectivement, cette déclaration de Pyongyang laisse apparaître 3 axes qui pourraient sous-tendre la nouvelle ligne de politique étrangère vis-à-vis notamment des États-Unis. Alors, un premier axe, je pense, a pour visée de renforcer la légitimité interne et externe du programme nucléaire nord-coréen. Alors, on l'a dit, en affirmant que le statut nucléaire est irréversible et permanent, la RPDC cherche à légitimer sa possession de l'arme nucléaire, non pas comme un élément temporaire de négociation, mais comme une composante permanente de sa posture stratégique. Et ça sert pour Pyongyang à affirmer en interne que la dissuasion nucléaire est un pilier irrévocable de la souveraineté nationale, et en externe, et non seulement vis-à-vis des États-Unis et de leurs alliés dans la région, mais aussi vis-à-vis de la Chine et de la Russie, qu'il faut désormais tenir compte de cette réalité géostratégique. Un deuxième axe me semble lié au fait qu'il y a une modification fondamentale du cadre de négociation avec les États-Unis. Historiquement, les négociations entre Washington et Pyongyang avaient pour toile de fond la volonté américaine de limiter puis de mettre fin au programme nord-coréen d'armes nucléaires. Et la nouvelle position de Pyongyang, qui exige la reconnaissance préalable de son statut nucléaire, change évidemment le cadre antérieur de négociation. Et puis, une troisième caractéristique de cette nouvelle ligne de politique étrangère me semble apparaître à travers le fait qu'il est précisé que 2025 n'est pas 2018 ou 2019. Donc, que la RPDC rejette l'idée de revenir à la dynamique des précédents sommets entre Donald Trump et Kim Jong-un, comme par exemple à Singapour ou à Hanoï. Donc, pour Pyongyang, le nouveau contexte stratégique et diplomatique implique de repartir à zéro avec de nouvelles règles. Si je me rappelle,
Quelques jours après son investiture en janvier 2025, le président américain Donald Trump devant la presse, en quelques commentaires succincts, était exprimé à propos de Kim Jong-un. Il a dit, je cite, « Il m'aimait bien, je l'aimais bien, il est une puissance nucléaire, mais nous nous entendons bien, je pense qu'il sera heureux de me voir revenir. » Et selon vous, est-ce que cela marquerait aussi une rupture avec la position de longue date de Washington de refus de reconnaître la République populaire démocratique de Corée comme une puissance nucléaire, et qu'espère donc Pyongyang des États-Unis en demandant d'être reconnu comme puissance nucléaire permanente? À mon avis, il est probable que la Corée du Nord attend des avancées dans les domaines suivants. D'abord, une reconnaissance implicite de son statut nucléaire, qui impliquerait la fin du discours sur la dénucléarisation complète et l'acceptation par Washington du statut de puissance nucléaire légitime de Pyongyang. Je pense que la Corée du Nord ne veut plus être traitée comme un paria qu'il faut désarmer, mais comme une puissance nucléaire souveraine, reconnue comme interlocuteur stratégique légitime, comme le sont l'Inde, le Pakistan ou Israël, par exemple, qui sont tous les trois des États nucléaires non signataires du traité de non-prolifération, le TNP, mais qui sont tolérés de facto par la communauté internationale. Et cette reconnaissance aurait pour conséquence pour Pyongyang de mettre fin à la question du désarmement et d'élever la Corée du Nord au rang de puissance incontournable dans les négociations de sécurité régionales, mais aussi de forcer les États-Unis à accepter une relation égalitaire du type puissance contre puissance. Alors, une deuxième avancée pour la Corée du Nord me semble liée au fait qu'elle obtiendrait un dialogue sans conditions préalables avec les États-Unis qui passerait par des négociations bilatérales directes et donc une parité stratégique avec Washington. Et Pyongyang, en fait, voudrait une évolution qui ressemblerait à celle de l'Inde, dont les États-Unis avaient progressivement accepté le statut nucléaire et avec laquelle ils ont fini par signer en 2008 un accord de coopération civile nucléaire, sans admettre formellement, officiellement, que l'Inde est une puissance nucléaire. Un troisième élément qui pourrait intéresser Pyongyang, c'est l'allègement des sanctions, parce que ceci permettrait de diminuer la pression économique qui pèse sur la Corée du Nord, avec des conséquences qui seraient évidemment positives, aussi bien en interne qu'au niveau du prestige externe du pays et donc des relations du pays avec l'international. Oui. Une autre raison qui pousse Pyongyang à considérer que ce serait positif, c'est la réduction des exercices militaires américano-sud-coréens. Et notamment le fait que les manœuvres régulières qui ont lieu chaque année pourraient être suspendues et diminuer ainsi la pression militaire sur Pyongyang. Et puis il y a un dernier point, cette normalisation progressive pourrait aboutir à terme à un accord de paix qui permettrait finalement au régime nord-coréen de consolider son emprise intérieure et de s'inscrire positivement dans la communauté internationale. Et qu'adviendrait-il si l'Amérique de Donald Trump acceptait de reconnaître officiellement ce statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord? Je pense que les conséquences d'une telle reconnaissance officielle du statut nucléaire de la Corée du Nord par les États-Unis seraient considérables. Il y aurait des répercussions sur l'ensemble de la région parce qu'on serait là face à une rupture fondamentale de ce qui a été le socle politique constant de Washington depuis des décennies, c'est-à-dire refuser à Pyongyang tout accès à l'arme nucléaire. Très certainement, la Corée du Sud ne resterait pas sans réagir. Et ça relancerait le débat interne sur le développement par Séoul de l'armement nucléaire. Et probablement, la relation entre Séoul et Washington serait altérée et marquée par une perte de confiance. Pour le Japon également, Tokyo verrait dans cette évolution une remise en cause de l'ordre régional. Et le Japon essaierait certainement d'accroître son budget militaire et probablement, comme en Corée du Sud, on aurait un débat national sur la nécessité pour le pays de disposer d'une capacité de dissuasion nucléaire autonome.
Donc ça ferait sauter le tabou nucléaire que le Japon connaît depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y aurait aussi probablement des répercussions avec les autres grandes puissances nucléaires, en particulier la Chine et la Russie. Parce que le recul de Washington sur cette question, évidemment, pourrait être analysé par Pékin comme par Moscou comme étant une victoire stratégique par rapport aux États-Unis et le signe d'un affaiblissement de l'influence américaine dans la région. Et puis, un dernier point qui n'est pas moins important, ce serait les conséquences sur le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP. Parce que la reconnaissance du statut nucléaire de la Corée du Nord ouvrirait la porte à d'autres revendications, comme celle de l'Iran, qui pourrait exiger la même reconnaissance. Et ça pourrait conduire d'autres pays, ce qu'on appelle les pays du seuil nucléaire, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Brésil, à franchir le pas et à se doter à leur tour de l'arme atomique. Donc plus globalement, le monde passerait d'un ordre nucléaire qui est contrôlé aujourd'hui par quelques puissances à un système multipolaire beaucoup plus instable, même anarchique, et qui serait caractérisé par des États qui cherchent à compenser leur vulnérabilité par l'acquisition de l'arme nucléaire. Et on aurait une prolifération qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire une multiplication des nouveaux États nucléaires, et une prolifération verticale, c'est-à-dire une modernisation accélérée des arsenaux nucléaires existants. Oui. Et comment expliquez-vous cette attitude plutôt arrogante de Pyongyang et le régime de Kim Jong-un a-t-il atteint les objectifs du plan quinquennal annoncé début l'année 2021 pour développer plus d'armes nucléaires de poing maintenant grâce à l'assistance technologique russe? Oui. Il est vraisemblable que le plan quinquennal qui a été lancé au début de 2021 par Kim Jong-un et l'assistance technologique de la Russie ont joué un rôle important dans l'évolution de la posture nord-coréenne vis-à-vis des États-Unis. Alors, je rappelle que le plan quinquennal 2021-2025 a été dévoilé lors du 8e congrès du Parti des travailleurs de Corée, donc en janvier 2021. Et à cette occasion, une feuille de route a été publiée avec pour objectif, pour la période, de développer simultanément des forces nucléaires, dites, je cite, de nouvelle génération, et des sous-marins stratégiques et des armes hypersoniques. Donc tout ceci s'intégrait dans une politique générale de développement parallèle des forces nucléaires et conventionnelles. Et l'assistance russe a certainement joué un rôle important dans ce processus, parce qu'on note que la période a été marquée par la signature du traité de partenariat stratégique global entre la Russie et la Corée du Nord en 2024. Et il est extrêmement probable que la Russie a transféré à la RPDC non seulement des armes classiques, mais aussi des technologies sensibles, dans le domaine, par exemple, de la propulsion des sous-marins nucléaires, des radars, du guidage des missiles, ou encore de la propulsion à combustible solide pour les fusées. Mais on n'a pas vraiment d'éléments officiels qui permettent d'identifier avec exactitude le type de technologie fournie et aussi la manière dont cette technologie a pu modifier de manière décisive les capacités nord-coréennes. Donc, on en reste réduit à des spéculations. Cela étant, compte tenu de ce qu'on sait, il est probable que la RPDC a atteint ou est proche d'atteindre plusieurs des objectifs clés de son plan 2021-2025, et en particulier celui qui concerne la miniaturisation et la diversification des vecteurs, c'est-à-dire les missiles, les sous-marins, et de manière générale le renforcement de la dissuasion stratégique. Donc, dans ce contexte général, l'attitude plus confiante de Pyongyang se comprend, parce que avec l'avancement technique de ses capacités nucléaires, la RPDC se sent davantage en position de force. Et de plus, le partenariat avec la Russie lui assure une autonomie stratégique accrue et une solution de repli diplomatique et technologique au cas où Washington et ses alliés essaieraient d'exercer une forte pression sur Pyongyang. Et on remarque que 2025 marque la fin du plan quinquennal, et on peut analyser l'affirmation par les autorités nord-coréennes du caractère irréversible du statut nucléaire du pays comme une façon de confirmer la réalisation des objectifs du plan. Et dans ce constat-là, pensez-vous que cette coopération renforcée russo-nord-coréenne en matière de défense ainsi que l'amélioration significative des capacités nucléaires militaires de la Corée du Nord risque de
pousser la Corée du Sud et dans une certaine mesure le Japon, les États-Unis dans une course aux armements très coûteuses et qui pourrait affaiblir le triangle d'alliance militaire entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud et peut-être mettre en péril aussi la crédibilité des États-Unis dans la région. Certains éléments montrent que le risque d'une course aux armements est réel. Par exemple, en ce qui concerne la Corée du Sud, Séoul a engagé un réarmement massif qui est marqué par le développement de missiles balistiques conventionnels à très longue portée, la modernisation de la défense antimissile, l'investissement dans la cyberdéfense et les drones de combat, ou encore la multiplication des exercices conjoints avec les États-Unis. Le Japon, de son côté, a brisé son tabou constitutionnel et a décidé en 2022-2023 d'acquérir une capacité de frappe préventive, de doubler son budget de défense, qui passe à 2% du PIB d'ici 2027, et de renforcer la coopération militaire avec les États-Unis et l'Australie. Et quant aux États-Unis, de leur côté, ils font face à un dilemme stratégique et budgétaire. Parce que, en fait, ils sont sur plusieurs fronts. Ils doivent maintenir la dissuasion en Europe, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ils doivent contenir la Chine dans le Pacifique, et ils doivent gérer la crise nucléaire nord-coréenne. Et certains analystes considèrent que cette triple pression pourrait épuiser les capacités de projection de Washington à long terme, et notamment parce que le Pentagone doit aussi financer simultanément les modernisations nucléaires et navales américaines. Et ça représente un fardeau budgétaire de près de 1500 milliards de dollars sur 30 ans. Et donc c'est pour ça qu'on évoque le risque d'une fatigue stratégique américaine, et c'est une perspective qui inquiète beaucoup les alliés des États-Unis en Asie. Alors à ceci s'ajoute le fait que si les intérêts stratégiques de Washington, Tokyo et Séoul sont plutôt convergents, ils ne sont pas pour autant totalement alignés. Par exemple, l'objectif américain est d'empêcher la prolifération nucléaire et de préserver la stabilité régionale. Séoul, de son côté, cherche à protéger son territoire et obtenir davantage d'autonomie stratégique. Quant à Tokyo, il veut se prémunir de la Corée du Nord et de la Chine, mais ne veut pas dépendre excessivement des États-Unis. Donc ces trois logiques pourraient finir par s'opposer pour différentes raisons. Par exemple, une des raisons, les États-Unis réduiraient leur engagement pour des raisons budgétaires ou politiques. Une autre raison pourrait être liée à la résurgence des rivalités historiques entre le Japon et la Corée du Sud. De même, le choix de Washington de privilégier un dialogue direct avec Pyongyang au détriment de Séoul pourrait avoir des conséquences sur le plan politique. Et dans toutes ces hypothèses, on assisterait à une fragilisation de la cohésion du triangle États-Unis, Corée du Sud, Japon, parce que les alliés asiatiques de Washington pourraient commencer à douter de la fiabilité américaine et en particulier de la fiabilité du parapluie nucléaire américain. Et ça pourrait pousser, on l'a vu, Séoul et Tokyo à développer leur propre capacité de dissuasion et à ouvrir la voie à une prolifération nucléaire chez les alliés des États-Unis. Donc, en conclusion, oui, Washington pourrait souffrir à terme d'une perte de crédibilité, une situation qui ne pourrait évidemment que profiter à la Russie et à la Chine, et que Pékin et Moscou s'emploieraient certainement à exploiter au mieux de leurs intérêts. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications.